Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 août. Faut-il parler de deuxième vague ou pas? Ce qui est sûr, c'est que l'épidémie de Covid-19 n'a pas attendu la rentrée pour accélérer en France. De quoi compliquer parfois vos retours de vacances, notamment pour ceux qui sont partis à l'étranger. On en parlera avec vous, Julien Duponchel, en direct de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Pour beaucoup de salariés, la reprise du travail se fera de la maison avec du télétravail. Mais attention aux dérives, certains patrons peuvent être tentés de jouer les espions. Nous avons enquêté. Décidément, quelle époque curieuse. C'est une convention démocrate virtuelle sans militants qui lance la présidentielle américaine ce soir. Joe Biden va être désigné candidat et le match avec Donald Trump a déjà débuté. Agnès Varagnan, vous nous raconterez tout ça en direct de Milwaukee dans un instant. Elle avait juré que les néonicotinoïdes, autrement dit les insecticides tueurs d'abeilles, c'était terminé quoi qu'il arrive. Pourtant, à peine nommée ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a dû ravaler ses convictions. Nous avons voulu comprendre les raisons de ce renoncement. Et puis nous vous emmènerons sur, ou plutôt sous le pont de l'île de Ré. Chaque année, près de 3,5 millions de véhicules y passent, sans se douter qu'en coulisses, c'est tout un monde qui le bichonne au quotidien, ce pont. On aurait bien voulu l'oublier, le ranger au rayon des mauvais souvenirs, mais non, il va bien falloir rentrer avec le Covid. Et à mesure que le virus semble reprendre de la vigueur, les choses se compliquent, notamment pour tous ceux qui sont partis prendre l'air ailleurs. Décidément, se déplacer semble de moins en moins simple ces temps-ci. Dorothée Lachaud, Annie Triboire, avec nos bureaux de Rennes et de Montpellier. Par les airs, en mer ou sur les routes, franchir les frontières vire au casse-tête en Europe. Au port de Roscoff, ces Français installés au Royaume-Uni s'apprêtent à rentrer chez eux. Un retour de vacances amer. Tous devront rester en quarantaine pendant 2 semaines à leur arrivée. On a écourté notre séjour en famille de 15 jours. Pourquoi ? Parce que sinon, moi je reprends le 1er septembre, donc il faut que je puisse retourner au travail à l'heure. On va rester chez nous, puis on va s'occuper et on va attendre tranquillement la fin de la quinzaine. Voilà. Il y a pire. Comme le Royaume-Uni, la Norvège, l'Irlande, les Pays-Baltes, la Finlande et l'Islande ont eux aussi instauré une quarantaine pour les Français. La Grèce, elle, n'en impose pas. Mais avant de se baigner dans les Cyclades, les voyageurs doivent se plier à certains contrôles. Tests aléatoires à l'aéroport d'Athènes et questionnaires très détaillés. D'où on venait, si on était allé dans d'autres pays dans le mois qui a précédé. En gros, c'était pour savoir quels antécédents à risque on pouvait avoir. Très intrusif, vraiment très intrusif. Mais après, franchement, si c'est la chose à faire pour partir, oui, franchement, ça me dérange absolument pas. En Espagne, le gouvernement français déconseille les séjours en Catalogne. Mais à la frontière, aucun contrôle et peu d'inquiétude chez les touristes. Je trouve que les gens ils font plus attention ici. On fait le nécessaire après, donc... C'est pas plus dangereux ici que de l'autre côté de la frontière? À mon avis, c'est pareil. Au-delà des frontières européennes, les Français restent indésirables dans près de 70 pays, comme les États-Unis. Bon, une fois arrivé sur le sol français, comment ça se passe? Cette question, je vous la pose à vous, Julien Duponchel. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et je vais vous raconter un peu ma vie, Julien. Mais quand je suis rentré il y a quelques jours, on m'a fait remplir un questionnaire juste avant d'atterrir. Mais j'ai toujours pas bien compris à quoi il servait, ce questionnaire. Eh bien, tout simplement, à vous contacter plus rapidement, Thomas. Imaginez dans votre avion un cas de coronavirus a été détecté. Eh bien, les coordonnées que vous avez laissées sur ce formulaire seront transmises aux autorités sanitaires qui vous contacteront à leur tour pour vous inciter à passer un test PCR et une quatorzaine en attendant les résultats. Ce dispositif est obligatoire pour tout le monde, peu importe votre provenance. En revanche, le test PCR avant départ est obligatoire uniquement si vous venez d'une zone dite rouge, c'est-à-dire une zone où le virus est fortement actif. Il y en a 32 zones comme les États-Unis ou l'Afrique du Sud. La liste complète est disponible sur le site internet du ministère des Affaires étrangères et est mise à jour tous les 15 jours. Alors ça, c'est pour les avions, Julien. Et pour les trains, il se passe quoi quand on rentre de vacances en train?
Eh bien, rien de particulier, car la majeure partie des lignes ferroviaires sont dans l'espace Schengen. Il n'y a donc pas de contrôle au départ ni à l'arrivée. Il y a 2 exceptions tout de même au moment où je vous parle. Pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et de l'Italie, là, il faut présenter une attestation sur l'honneur que vous n'avez aucun symptôme au moment du départ avant de vous rendre en France. Merci beaucoup à vous, Julien Duponchel. Alors, nous ne sommes pas les seuls en France à voir ressurgir ce coronavirus. De l'Italie à la Nouvelle-Zélande, on a pris de nouvelles mesures ces dernières heures pour tenter de le contenir. Laurent Desbonnets et Brice Boussoir. 560 nouveaux cas en 24 heures en Allemagne. Désormais, c'est l'armée qui accueille tous les voyageurs en provenance d'Espagne. À Francfort notamment, passage obligatoire dès la descente d'avion par un centre de dépistage. C'est logique. Pas seulement pour les passagers, mais nos familles. C'est une bonne chose. L'Espagne, plus 1800 cas en 24 heures, désormais classé rouge par plusieurs pays européens. L'exode des touristes déjà visible sur les plages habituellement bondées de Majorque. Et dans les rues de Madrid, une nouvelle règle. Pour fumer en extérieur, il faut s'assurer que personne ne soit à moins de 2 mètres sous peine d'amende. De nouvelles mesures, même dans des pays jusqu'à présent épargnés, comme la Nouvelle-Zélande. Plus de 100 jours sans aucune contamination jusqu'à la semaine dernière. Déjà 58 cas recensés, Auckland se reconfine et la première ministre reporte des échéances politiques. J'ai décidé de repousser les élections législatives de 4 semaines jusqu'au 17 octobre. Toujours dans l'hémisphère sud, l'Australie. 282 nouveaux cas et 25 morts aujourd'hui. Le plus lourd bilan depuis le début de l'épidémie. Avec plusieurs foyers d'infection dans des résidences pour personnes âgées. Mais le continent le plus touché reste l'Amérique du Sud, notamment le Pérou. Plus de 9000 nouveaux cas. Presque toutes les régions viennent d'être reconfinées. Au total, dans le monde, l'épidémie de Covid-19 a déjà fait 770 000 morts. Et pourtant, ce Covid ne semble plus être un souci pour certains à Wuhan, en Chine. Wuhan, où tout a commencé. Eh bien, vous le voyez, on s'est bien amusé là-bas ces dernières heures. Une énorme fête techno était organisée dans un parc aquatique. Les participants, très nombreux, qui semblent avoir jeté à la rivière les mesures de distanciation sociale. C'est comme ça que l'on provoque une 2e, voire une 3e vague, se sont agacées de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Chez nous, parmi les secteurs les plus durement touchés par cette crise sanitaire, il y a le textile. Déjà mal en point avant la pandémie, les magasins Camaïeu ont failli ne pas s'en relever. Mais ce matin, le tribunal de commerce de Lille a choisi un repreneur, comme on choisit un moindre mal. Camille Gutin, Claire Colnet et Alexandre Lépiné. Oh, génial! À l'annonce du tribunal ce matin, ouais. Les salariés de Camaïeu laissent éclater leur soulagement. Ils viennent d'apprendre leur reprise par la financière immobilière bordelaise. L'offre de la direction actuelle n'a pas été retenue. Euphorique, soulagé. On est vraiment contents parce qu'on voulait vraiment pas que l'ancienne société reprenne. Car si on en est arrivé là, c'était parce qu'ils n'avaient pas su gérer. Au total, 2659 salariés garderont leur poste sur plus de 3100. 511 magasins Camaïeu sauvés. Pour les syndicats, choisir cette offre, c'était limiter la casse sociale. Tout ce qui est important, c'est qu'il y aura moins de licenciements. C'est vraiment une bonne chose. Néanmoins, pour plus de 400 salariés, ce sera le licenciement. Une reprise au goût amer, selon cet avocat. C'est un moindre mal, cette décision. Mais on a quand même 460 licenciements à faire. Et donc, c'est du lourd, Malgré cette décision, le tribunal n'a pas hésité à dénoncer le prix de reprise très faible de l'enseigne. Cette année, avec la crise sanitaire, la marque a enregistré un manque à gagner de près de 162 millions d'euros. Et à la longue liste des conséquences économiques dues au Covid, on ajoutera ce soir l'annulation de la foire agricole de Châlons en Champagne. C'est la 2e de France après le Salon de l'Agriculture. Elle devait en principe se tenir début septembre. Vous allez ou vous avez peut-être déjà repris le boulot. On devrait en savoir plus demain sur les nouvelles règles sanitaires pour éviter que les entreprises deviennent autant de clusters, autant de foyers d'infection. Ainsi, le port du masque devrait être obligatoire dans les salles de réunion. Pour les open space, rien n'est encore tranché. La CPME, la Confédération
Fédération des petites et moyennes entreprises estime le coût de toutes ces mesures à 100 € par mois et par salarié. Quant au télétravail, eh bien, on sait déjà qu'il va rester largement recommandé. Eh bien, justement, depuis plusieurs mois, on parle beaucoup des vertus de ce télétravail, mais attention aussi aux vices éventuels du patron qui peut parfois avoir tendance à se prendre pour Big Brother sur le mode « Souriez, vous êtes surveillé ». Gaspard de Florival et Mathieu Bierden. Partout en France, des bureaux entiers prennent la poussière, délaissés par leurs salariés. Avec la crise sanitaire, 5 millions de personnes ont adopté le télétravail. Mais votre supérieur peut-il être tenté de vérifier votre productivité à la maison? Et pour cela, a-t-il les moyens de surveiller votre vie privée? D'observer vos discussions avec des proches, vos recherches pour les prochaines vacances, ou même les mouvements de votre souris d'ordinateur. Des dérives potentielles qui inquiètent certains salariés. Certains peuvent partir malheureusement sur cette dérive de vouloir tout contrôler. Effectivement, comme il n'y a pas le contrôle en face à face, on va dire, certains managers peuvent avoir l'impression de plus contrôler et du coup peuvent peut-être imposer des choses. Sur le marché des programmes de surveillance, il y a d'abord les logiciels de pointage, assez classiques, comme à l'entrée d'une entreprise ou d'une usine. Sur celui-ci, chaque employé rentre ses heures, du début de journée à la pause déjeuner, à la minute près. Sur cette feuille, on voit les horaires à la semaine, par exemple de Clément, et on voit que sans les pauses, il a travaillé 40 heures cette semaine. Donc à la minute près, 40 heures et 4 minutes pour être précis. Mais des logiciels plus envahissants existent et permettent de rentrer dans la vie intime des salariés. Ces derniers mois, un sentiment d'abus dans la surveillance en télétravail a souvent été décrit sur les réseaux sociaux. Enseignants, commercial, nous avons recueilli plusieurs témoignages. Mes managers m'appellent 30 fois par jour pour s'assurer que je travaille bien. C'est épuisant. La direction pédagogique s'est connectée à mes cours en visioconférence. Avec ces outils, elle vérifie comment se déroulent les leçons. Mon directeur a installé un logiciel de télémaintenance et peut prendre le contrôle de mon ordinateur à distance. D'autres logiciels venus directement des États-Unis sont encore plus intrusifs. Ils s'appellent Upstaff, VeriClock ou ActiveTrack. Selon cet expert, leurs techniques permettent de tout connaître de l'activité des salariés. Par exemple, pendant la pause de midi, on va vouloir réserver des billets de train pour ses vacances. On peut très bien aller, par exemple, sur le site de la SNCF, profiter des dernières promotions. Eh bien, ces logiciels de suivi de l'activité, voire d'espionnage, vont permettre à l'employeur de créer des captures de tout ce que vous faites et bien de voir, par exemple, où est-ce que vous allez aller pendant les vacances. Alors, on est dans l'espionnage parce qu'il y a une vraie intrusion sur la vie privée, parce que l'employeur là, est capable de voir l'ensemble de ce que vous faites sur l'ordinateur. Mais alors un employeur français peut-il malgré tout utiliser ce type de logiciel? Oui, sous certaines conditions, répond la CNIL, le gendarme du net. Un logiciel de télésurveillance peut être déployé à condition qu'il n'aboutisse pas à une surveillance constante et permanente du salarié, y compris parfois dans une activité résiduelle d'utilisation personnelle des outils informatiques. Et ces outils doivent être portés à la connaissance des salariés. Ils doivent savoir qu'ils sont déployés, pourquoi et quel type de données sont collectées via ceux-ci. L'utilisation de ces logiciels de contrôle a doublé en France depuis le début de la crise sanitaire. Le télétravail chez nous, la téléconvention, la convention virtuelle aux États-Unis. D'ici jeudi, les démocrates vont adouber officiellement leur candidat à la présidentielle et ce sera Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Un choix de cœur ou de raison pour tous ceux qui n'ont qu'une obsession là-bas, bouter Donald Trump hors de la Maison-Blanche. Agnès Varamian, Thomas Donzel. Elle est coiffeuse, ils sont volontaires au Parti démocrate. Lui est technicien en hôpital. En novembre, ils voteront pour Joe Biden, mais est-ce avec enthousiasme? Au centre de Milwaukee, un bastion démocrate, le salon de Laura Craven. Elle a 15 employés. Il est vraiment temps que le changement arrive. Joe Biden n'était pas son favori, mais ses 40 ans de politique, dont 8 comme vice-président de Barack Obama, la rassurent, malgré son âge, 77 ans. Oui, c'est vrai, mais il apporte son expérience et c'est un atout. Je pense que ça peut vraiment lui servir. Surtout, ce qui a convaincu Laura Craven, c'est le choix d'une femme comme colistière. Une femme forte à la Maison-Blanche, c'est mon rêve absolu. Seuls 36% des démocrates se disent enthousiasmés par Joe Biden, c'est peu. Mais pour ces militants qui préparent la campagne,
c'est le choix le plus raisonnable. Bon, il n'est peut-être pas le candidat le plus excitant. Ce n'est pas Barack Obama. Mais il est l'homme dont nous avons besoin maintenant dans ce pays. Les militants ne cessent d'appeler les électeurs pour les mobiliser. Pensez-vous voter pour le vice-président Biden? Le parti compte sur la notoriété de Joe Biden, son profil centriste, pour battre Donald Trump. Moi, je veux aller me coucher le soir sans me dire que le pays va exploser en pleine nuit à cause d'un tweet qui secoue les marchés financiers ou parce qu'il aura dit quelque chose de raciste à la télévision. Je ne peux pas vivre 4 ans de plus comme cela. Et le sentiment anti-Trump est bien ce qui motive les électeurs démocrates. Ryan Oman, 27 ans, est un soutien de Bernie Sanders, le représentant de l'aile gauche du parti. Pour lui, Joe Biden est un choix par dépit. Personnellement, je n'aime pas du tout Biden. Pour moi, il ne défend pas les intérêts ni les besoins des gens. Mais bon, au bout du compte, il faut battre Donald Trump. Ça ne me met pas à l'aise. Je me sens comme un otage qui n'a pas le choix. Joe Biden a bien conscience que l'hostilité à Donald Trump est ce qui peut le faire gagner. À ses électeurs, il promet avant tout d'apaiser le pays. Et on va retrouver tout de suite Agnès Varamian en direct de Milwaukee dans le Wisconsin. Bonsoir Agnès. Alors cette année, il n'y aura pas d'ovation, pas de flonflon, pas de liesse populaire. Bref, on va avoir droit jusqu'à jeudi à une convention inédite pour une élection qui, elle aussi, s'annonce très particulière. Eh ben oui Thomas, c'est une première, pas de fête. Tout se passe sur Internet avec ce soir le discours d'ouverture de Michelle Obama. Dans ces conditions, pas facile de transmettre de l'énergie. Mais les démocrates, avec 1000 morts par jour aux États-Unis, veulent surtout apparaître plus raisonnables que Donald Trump qui vient ce soir tenir meeting ici à Milwaukee, dans le Wisconsin, un État qui est en balance pour l'élection. Alors vous l'avez dit, une convention, une campagne inédite, mais aussi un scrutin qui s'annonce épique. Imaginez-vous Thomas que c'est maintenant le vote par correspondance et le service public de la Poste qui sont au centre d'une polémique entre Donald Trump et les démocrates. La majorité des Américains ne veulent pas se rendre dans les bureaux de vote, ils veulent voter par courrier, mais la Poste dit qu'elle n'arrivera pas à acheminer tous les bulletins. C'est là que ça devient intéressant. Écoutez cette histoire incroyable réalisée avec Thomas Donzel. L'élection de l'homme le plus puissant au monde va-t-elle dépendre de boîtes aux lettres? Cette année, les 3/4 des Américains pourraient voter par correspondance. Un vote par courrier auquel Donald Trump est opposé. Le vote par correspondance sera la plus grande fraude de l'histoire des élections. Ils veulent envoyer des milliers de bulletins et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se perdre. On va les retrouver empilés quelque part. Ce sera une véritable catastrophe. Des allégations sur la fraude sans preuve. Donald Trump craint surtout une augmentation de la participation qui pourrait lui être défavorable. Mais pour ce scrutin, la Poste a besoin d'argent. Le service public connaît actuellement un plan d'économie. Boîtes aux lettres condamnées, machines à trier stoppées. Tout le week-end, des électeurs ont manifesté inquiets pour le scrutin. Avec cette pandémie, il n'y a pas de moyen plus sûr que de voter par correspondance. Mais cette administration fait tout pour démanteler ce service. Comme ça, les gens ne votent pas. La Poste a elle-même prévenu, si une majorité d'Américains votent par correspondance, les bulletins n'arriveront jamais à temps pour être comptabilisés le 3 novembre. Le courrier habituel a déjà des semaines de retard. Les démocrates accusent Donald Trump de sabotage. Ce qu'on voit, c'est un président américain qui fait tout ce qu'il peut pour éliminer ce vote par correspondance. Le Congrès va se réunir en urgence cette semaine pour tenter de financer la Poste et le bon déroulé de l'élection présidentielle. Et jusqu'à preuve du contraire, cette élection américaine reste prévue le 1er mardi de novembre, comme le veut la tradition. Ce sera donc le 3 novembre. En Biélorussie, c'est l'après-présidentiel qui pose problème. 8 jours après un scrutin contesté qui a vu le président sortant, Alexandre Loukachenko, conserver son siège, on a encore manifesté à Minsk. L'opposition exige plus que jamais le départ du président mal élu, Diane Schlinger. Le bras de fer dure désormais depuis une semaine. Va-t'en, crient ces ouvriers à leur président. Des grévistes de plus en plus nombreux. Nous exigeons la démission du président.
En face, Alexandre Loukachenko, venu s'adresser directement aux manifestants devant cette usine. Si quelqu'un ne veut pas travailler, veut partir, personne ne l'arrêtera. Aucune pression ne sera exercée, que ce soit demain ou aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Merci, j'ai tout dit. Vous pouvez recommencer à crier, va-t'en. Furieux, Alexandre Loukachenko quitte la scène. L'hélicoptère présidentiel repart sous les huées. Nous allons continuer à manifester pacifiquement pour être entendus, pour que le pouvoir réalise enfin qu'il se bat contre son propre peuple. Des hommes ordinaires qui ne sont payés par personne. Les manifestations se multiplient à travers le pays, avec pour symbole l'ancien drapeau de la Biélorussie aboli par les soviétiques. Réfugiée en Lituanie, la principale opposante au régime s'est dite prête à revenir. Je suis prête à assumer mes responsabilités et à agir en tant que leader national pendant cette période pour que le pays se calme et pour organiser de nouvelles élections présidentielles. Ce soir, pour la première fois, le président biélorusse semble reculer. Il se dit prêt à organiser de nouvelles élections, mais seulement après l'adoption d'une nouvelle constitution. Cette situation en Biélorussie qui inquiète beaucoup l'Europe et on a appris tout à l'heure qu'un sommet extraordinaire des 27 se déroulerait après-demain. Une image encore, celle du vraquier japonais qui s'est échoué au large de l'île Maurice. Il s'est brisé en deux ce week-end. Entre 800 et 1000 tonnes de fioul se sont déjà déversées dans l'océan Indien. La France a décidé d'envoyer 3 experts pour aider le gouvernement mauricien à faire face et éviter que le désastre écologique ne touche l'île de la Réunion qui se trouve à un peu moins de 200 km de là. Toujours à propos d'environnement, on va revenir sur une décision prise par le gouvernement dans la torpeur de l'été. Il a décidé de réautoriser les fameux néonicotinoïdes, ce qu'on appelle les insecticides tueurs d'abeilles. Alors officiellement, c'est du provisoire. Officiellement, ça ne concerne que les cultures de betteraves. C'est aussi une sacrée pilule à avaler pour la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, obligée d'apprendre à rétro-pédaler. Hugo Capelli, Mathilde Baron et Hervé Pozzo. En 2016, Barbara Pompili, alors secrétaire d'État à la biodiversité, était catégorique. Si on commence à dire on interdit là où il y a des alternatives, mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps, on sait très bien que ça, c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certains néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits. 4 ans plus tard, virage à 180 degrés. Il n'y a pas eu assez de mesures claires qui ont été prises pour appliquer la loi que j'ai fait voter en 2016. La ministre de l'écologie revient donc sur sa propre interdiction. Face à elle, une réalité économique. La filière betterave et ses 46 000 emplois menacés par la prolifération des pucerons affirment ne pas pouvoir se passer des néonicotinoïdes. Comme ici dans l'Oise, un des départements les plus producteurs de betteraves. S'il n'y avait pas eu cette décision-là, la filière betterave au niveau du département de l'Oise s'arrêtait. Je ne vous connais pas un producteur qui aurait continué à faire de la betterave à sucre. Mais dans l'opposition, on affirme qu'en 4 ans, rien n'a été fait pour trouver une alternative à cette pesticide. Il y a des alternatives. Il n'y a pas eu de recherche parce que tout simplement, le gouvernement, il n'est pas écolo. Il n'agit pas. Aujourd'hui, c'est la betterave. Demain, on sait que les producteurs de maïs vont le réclamer et ainsi de suite. Et les critiques ne viennent pas uniquement de l'opposition. L'ancienne secrétaire d'État, Brune Poirson, évincée du gouvernement il y a 3 semaines, lâche. La réautorisation des insecticides tueurs d'abeilles est regrettable. Sur Twitter, la ministre justifie sa décision. Pas moins de 13 messages publiés successivement. Dans la majorité, certains tentent de la défendre. Barbara Pompili est une professionnelle de talent. Si elle a pris cette décision, c'est qu'elle a regardé justement les paramètres. Peut-être on était trop ambitieux en 2016 et qu'aujourd'hui, en 2020, on a une meilleure approche de ce qui pourrait être fait en transformation. D'autres dossiers brûlants attendent Barbara Pompili à la rentrée. La chasse à la glu ou celle de la tourterelle des bois. De quoi compliquer la tâche d'un gouvernement dont le mot d'ordre se voulait pourtant tous écologistes. Et ce retour des néonicotinoïdes dont on se dit qu'il ne devrait pas bouleverser le nouveau garde des Sceaux. Éric Dupond-Moretti qui signe la préface du livre du patron des chasseurs qui sortira demain en librairie, s'en prenant aux ayatollahs de l'écologie qui, écrit-il, se serviront de ce livre pour allumer le barbecue où ils cuiront leur steak de soja. Et on ferme les guillemets. Et pendant ce temps, le Groenland fond. Bonsoir Jules Longchamp. On nous dit même que la calotte glaciaire a dépassé le point de non-retour. Qu'est-ce que ça veut dire dépasser le point de non-retour ? Tout simplement que les glaciers du Groenland vont disparaître même si le réchauffement climatique s'arrêtait net aujourd'hui. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent de 3 fois la superficie de la France. Cette fonte, c'est le constat dramatique de plusieurs chercheurs américains. Grâce aux images satellites, ils ont constaté que la glace fondait 5 fois plus vite qu'au début du siècle. Regardez Thomas, ici le Groenland en 2003
Et 16 ans plus tard, en 2019, en rouge, c'est la glace qui a déjà disparu. Tout ce qui est rouge, c'est ce qui a fondu. C'est impressionnant, mais comment ça s'explique, Jules? Alors c'est plus simple qu'il n'y paraît. Voici un glacier. Tous les ans, des milliards de tonnes de glace fondent et se déversent dans les océans. Mais avec la hausse des températures de l'eau, la glace fond plus vite et la neige qui comblait cette perte et qui formait la glace n'est plus suffisante. En cause, les émissions de CO2 qui ne cessent d'augmenter. Et voilà pourquoi la mécanique se grippe et pourquoi les glaces du Groenland disparaissent. Merci beaucoup à vous, Jules Longchamp. On va tenter de se détendre un peu, de se faire un peu de bien. Regardez déjà ces archives. C'était il y a plus de 30 ans, du temps où l'île de Ré en était vraiment une. Pour rallier ce petit bijou depuis le continent, il fallait prendre ce bac, il y avait de l'attente, ça prenait du temps. Mais ça sentait vraiment les vacances, regrettent les nostalgiques. Depuis le 19 mai 1988, tout a changé grâce au pont. Un pont qui demande beaucoup d'attention et d'entretien tous les jours et sur lequel on va prendre le temps de s'arrêter ce soir. Paul-Luc Monnier et Sarah Lerche. Passer le pont de l'île de Ré, c'est un peu débuter les vacances. 3 km de bitume, perché à 42 mètres au-dessus de l'Atlantique. Pour faire tourner la machine, 60 salariés se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et notamment dès l'entrée. Bonjour. Merci d'avoir un aller-retour. C'est pas de problème, ça se fait, en fait, nous marchons que par aller-retour, c'est pour ça. Le péage du pont de l'île de Ré est l'un des tout derniers de France, avec des guichetiers en chair et en os. Mais là, il me demande le nom du camping, comme si je connaissais tous les campings sur l'île de Ré, et hop, comment je peux aller là-bas, genre. Bonjour. Tarif, 8 € l'hiver, 16 € l'été. 7 étudiants du coin embauchés pour la saison apprécient le poste. Il y en a beaucoup qui viennent, ils sont contents, bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un dans un péage. Alors qu'il le dit à son fils qui est à côté, regardez. Mais les choses vont bientôt changer. Le département gestionnaire du pont souhaite installer des bornes automatiques. La décision passe mal chez les automobilistes. Bon, c'est encore l'automatisation à outrance, voilà. Vous approuvez pas? Pas du tout. En haute saison, 15 000 véhicules traversent le pont tous les jours, 2 fois plus qu'en hiver. Alors forcément, parfois, ça coince. C'est OK pour moi, j'ouvre la barrière. Au poste de surveillance, Sonia et Pierrick, 30 ans de maison. Oui, ça c'est normal, monsieur, vous êtes dans une voie télépéage. Il faut gérer les erreurs de voie, Allez-y, représentez votre carte. les problèmes de carte, Ouais, apparemment c'est la piste magnétique qui est pas lue, monsieur. C'est la deuxième, alors on a mis une, ça marche pas, la deuxième. Est-ce que vous avez essayé de frotter la piste? sans oublier les soucis de tarification. C'est que madame ne doit plus être fiscalement à charge, donc elle n'a plus droit au tarif résidence secondaire. C'est tout le temps comme ça, là? C'est souvent comme ça. À cette saison, c'est que comme ça. Que comme ça. Et là, ce soir, en fin de soirée, ça risque d'être pire. Des agents sur le pont, mais aussi à l'intérieur de l'ouvrage. Beaucoup de vacanciers l'ignorent, le pont de l'île de Ré abrite, juste en dessous de la chaussée, un endroit stratégique. Une immense galerie où reposent des tuyaux vitaux pour les habitants. Alors ici, on a d'abord la conduite d'eau qui sert à alimenter l'ensemble de l'île de Ré en eau potable. Après, on a le 20 000 volts qui sont les câbles que l'on voit là. Plus loin, des ouvriers évacuent des gravats à l'aide d'un système de rails. Ils remplacent ces jours-ci un câble en acier vétuste, un câble porteur, essentiel pour maintenir la structure du pont. Un câble qui lâche, ça n'est pas un problème. On en a 218 dans le pont. Mais s'il y en a plusieurs, et s'il y en avait un nombre important, on pourrait arriver à des dégâts sur le pont. Dehors, les touristes sont presque arrivés à destination. Inauguré en 1988, le pont de l'île de Ré est le deuxième plus long de France, derrière celui de Saint-Nazaire. Ce pont qu'emprunteront les coureurs du Tour de France. Ce sera dans moins d'un mois, le 8 septembre, lors de la 10e étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Et ce sera bien sûr à suivre en direct sur France Télévisions. Du sport encore. Et si le foot français s'apprêtait à vivre la plus belle semaine de son histoire? On le saura mercredi soir, quand le PSG puis Lyon auront disputé leurs demi-finales respectives de Ligue des Champions. La grande Coupe d'Europe que seul l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie a réussi à remporter, c'était en 1993. Mais qui nous a déjà offert dans le temps de très belles émotions? Ignacio Bornassin, Thomas Cuny et Jean-Pierre Rivalin. Lyon, Paris, 2 clubs français aux portes de la plus prestigieuse finale européenne de football. Jamais ça ne s'était vu. Et jamais l'une de ces équipes n'a atteint le dernier stade de la compétition.
Peut-on se permettre de rêver une deuxième fois d'un titre européen pour un club tricolore ? 1993, l'Olympique de Marseille offrait son seul et unique sacre de la Ligue des Champions à la France. Ce jour-là, la capitale phocéenne règne en maître sur l'Europe. Le capitaine Didier Deschamps présente la coupe au Vélodrome sous les cris des supporters en ébullition. La veille, la fête a duré toute la nuit. Des milliers de supporters convergent vers le Vieux-Port. L'émotion s'empare de Marseille. Ces scènes de liesse, Bernard Tapie, à l'époque président du club phocéen, les souhaite à Lyon, même à Paris, mais surtout aux supporters. Vous savez, c'est formidable d'arriver à déclencher un bonheur chez les gens parce que vous les rendez vainqueurs. Ils ont peu de chance de connaître eux-mêmes le sentiment de la victoire avec un grand V. Marseille, l'exception dans une longue liste de déceptions. 1956, Reims. 2004, Monaco. Et puis, il y a aussi la triomphale défaite des footballeurs de Saint-Étienne. 1976, les Verts sont battus à Glasgow, mais rentrent héroïques à Paris. L'un des joueurs, Hervé Révelli, se souvient de ces instants. On avait un peu honte d'avoir descendu les Champs-Élysées parce qu'on avait d'abord perdu. Nous apprenons aux Champs-Élysées que le président de la République nous attendait à l'Élysée. On a dit mais c'est pas possible, attendez, ils se sont trompés. On ne s'était pas trompé du tout, quoi. Donc on est arrivé en retard d'ailleurs, ce jour-là. Mais c'est vrai que c'était monumental. Lyon et Paris ont désormais rendez-vous avec l'histoire. Tous deux sont à un match de l'exploit. Et puis il y a la Ligue Europa, la petite Coupe d'Europe qui se dispute à Cologne. Et regardez, ou plutôt écoutez, c'était hier soir, lors de la victoire du FC Séville face à Manchester United. But, ovation, une grosse ambiance dans le stade. Et pourtant, regardez bien, des tribunes absolument vides, pas de public. Tous les matchs se jouant à huis clos pour cause de coronavirus. Et demain soir, pour la demi-finale entre le PSG et Leipzig, ce sera la même ambiance. Alors là, je me tourne vers vous en direct de Lisbonne, Simon Ricotier. Bonsoir Simon. Cette ambiance qui change au gré des actions, des fautes, des faits de jeu, elle vient d'où ? Eh bien Thomas, avez-vous déjà regardé une sitcom américaine ? Vous avez déjà remarqué ces rires enregistrés par-dessus les images ? Eh bien demain, pour le match du Paris Saint-Germain, ce sera exactement la même chose. La partie se déroulera bien à huis clos dans le stade de la Louse que vous voyez derrière moi. Mais pour que les téléspectateurs aient tout de même l'impression de regarder un match dans des conditions normales, eh bien l'UEFA a créé de toutes pièces une bande-son recréant l'ambiance des tribunes. Alors elle change à chaque match car elle incorpore des chants des deux équipes sur le terrain. Et puis à chaque action, eh bien, la régie son de l'UEFA peut la modifier légèrement en ajoutant par exemple des applaudissements ou des cris de surprise. Alors c'est un petit peu déroutant, je vous le concède, mais si vous faites partie des téléspectateurs qui préfèrent regarder sans la bande son, c'est aussi possible. La plupart des diffuseurs le permettent. Et en tout cas pour les joueurs sur le terrain, je vous le confirme, ça ne change absolument rien. Mais ils l'entendent la bande son sur le terrain ou pas ? Elle est diffusée dans le stade ? Elle n'est pas diffusée dans le stade, non, elle est diffusée uniquement à la télévision pour les téléspectateurs. Merci beaucoup Simon. Demain PSG Leipzig, mercredi ce sera donc Lyon contre le Bayern Munich. Si vous aimez ce qui est beau, si vous avez envie de nager avec des tortues, si vous voulez finir la journée avec une jolie carte postale d'insouciance, restez avec nous le temps d'un voyage en Martinique. C'est notre destination France de ce soir et c'est cadeau. Victor Frédéric et Soigny Thiebaud. Sa silhouette découpe l'horizon émeraude de la mer des Caraïbes. À la pointe sud-ouest de la Martinique, le rocher du Diamant est l'un des joyaux des Antilles. Un îlot vierge de toute activité humaine, uniquement peuplé par des oiseaux. Alors le seul moyen de s'en approcher, c'est de prendre la mer, sans avoir peur de se mouiller. Ça se mérite le rocher. C'est une éruption sous-marine volcanique. Et ce bouchon, il a 400 000 ans. Arrivé au pied de ces falaises abruptes, hautes de 175 mètres, l'effet est lui garanti. On est tout petit quand on se retrouve à côté et on l'a vu hier de l'île et on avait vraiment envie de venir le voir de plus près en fait. Il est magnifique et ça brille, il y a les oiseaux, on est bien, c'est génial. Ça fait 25 ans que je viens ici et c'est la première fois que je m'approche autant du rocher. Il est époustouflant. Et ici,
le rocher du diamant est loin d'être le seul trésor. Sur sa côte Caraïbe, la Martinique a bien d'autres atours à dévoiler, avec ses plages de sable blanc immaculé ou celles noires, volcaniques, qui rappellent l'origine de l'île tout entière. Au détour d'une anse, c'est même au cœur de la falaise qu'il faut s'engouffrer, dans cette grotte aux chauves-souris. Ça vole partout. Et du coup, après, ça va s'accrocher à toi. Et ça va faire peur. Ça s'est bien passé là? Oui, ça va. Elles sont restées dans la grotte, elles ne nous ont pas attaquées. Mais pour admirer le clou du spectacle, il faut cette fois se jeter à l'eau. Alors je pense que si vous descendez droit comme ça, vous allez tomber sur la petite qu'on a vue. Sinon, il y en a une un petit peu plus en haut là qui est remontée aussi. Sous les bateaux amarrés dans la baie, quelques brassées suffisent. Ces tortues marines s'offrent alors de toute leur grâce aux baigneurs. Il y en a des petites, des grosses. Et non, franchement, elles sont super belles, elles mangent. Elles remontent à la surface et tout. C'est super beau. C'est magnifique, ça fait... C'est la nature, hein, c'est splendide ça. Faut le voir, faut le croire. Des splendeurs sur lesquelles veille Waé Benalilou avec son association. Car l'enjeu dépasse la Martinique. Ces eaux sont en fait une pouponnière où les tortues grandissent avant de peupler tout l'Atlantique. On a des tortues qui vont en Guyane, qui vont au Brésil, et on a aussi des tortues qui vont jusqu'en Afrique. Aujourd'hui, ces colonies seraient menacées par l'activité humaine, avec pour preuve les effets positifs du confinement lorsque tout s'est arrêté. L'herbier qui est important, hein, celui qui est endémique, qui est originaire de l'île, pas celui qui est invasif, a pu prendre toute la possession des endroits qui avaient été grattés par les chaînes des bateaux et les ancres et ainsi de suite. Donc cette activité qui s'est arrêtée a permis à la nature de reprendre le dessus. C'est à nous de nous adapter à la nature et adapter notre système économique à la nature et à cette écologie pour qu'on puisse la préserver le plus longtemps possible. S'adapter pour mieux protéger, c'est l'équilibre que doit trouver la Martinique pour préserver la nature qui fait toute sa beauté. Et c'est sur ce dernier plouf que s'achève votre journal. Dans un instant, la météo avec Chloé Nabédian, votre feuilleton Ainsi Grand Soleil, suivi de la série Motive, le mobile du crime. L'info revient demain dès Télématin à 13h avec Sophie Le Saint. Quant à nous, on peut se donner rendez-vous à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.